Efforce-toi d'évoluer. Change tes actions jusqu'à ce que la discipline cesse d'être un effort et devienne une part de ton identité. Entre ce que tu désires et ce que tu fais réellement, il existe une distance appelée paresse. Mais je ne parle pas seulement de rester sur le canapé ou de remettre des tâches à plus tard. Je parle d'un état d'esprit, celui de la personne qui sait ce qu'elle doit faire, mais qui reste prisonnière d'excuses, de distractions et de promesses jamais tenues. La vérité, c'est que la discipline ne naît pas d'un miracle. Elle naît de la répétition, de l'acceptation de l'inconfort, de la décision de sortir de la zone de confort pour entrer dans la zone de croissance. Tu possèdes ce pouvoir, celui d'agir avec conscience plutôt que par impulsion. Et c'est ici que tout change. Au moment où tu cesses d'attendre d'en avoir envie et où tu commences à créer du mouvement. La paresse ne disparaît pas avec le temps. Elle se dissout dans l'action, dans le premier pas, dans le petit effort répété chaque jour. Cette vidéo parle de cela, te pousser à grandir. Même lorsque ton esprit se plaint, même lorsque ton corps réclame du repos, même lorsque la peur tente de t'arrêter. Écris ici, dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis la discipline. Je suis stoïcien. Cela peut sembler peu. Mais c'est ta première victoire, te vaincre toi-même. Car le monde ne te respecte vraiment que lorsque tu apprends à te maîtriser. Avant de passer à la première leçon, je te demande simplement 2 choses. Laisse un j'aime sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, allons ensemble vers la première leçon. Numéro 1, adopte une haute performance. La haute performance consiste à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre un niveau très élevé dans ta vie, dans ce que tu désires accomplir. Cela signifie fonctionner à la limite saine de tes capacités, avec direction et avec un but clair. Imagine un moteur puissant qui tourne avec le frein à main serré. Il fait du bruit, il consomme du carburant, mais il ne bouge pas. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu as du talent et des objectifs, mais que tu laisses ton énergie se perdre dans les distractions, les inquiétudes et les doutes. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est de la puissance sans direction. Abraham Maslow l'a résumé en une phrase, ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Lorsque tu ne cherches pas à donner le meilleur de toi-même, un vide s'installe. Et ce vide, le repos ne le guérit pas. Car ce n'est pas une fatigue due à l'action, mais une fatigue née de l'inaction. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec son moi idéal. Non pas par un geste spectaculaire, mais par des pas cohérents et constants. La haute performance n'est pas une intensité qui va et vient. C'est la continuité appliquée à ce qui compte vraiment. Comment pratiquer cela dans la vie réelle? Applique le protocole 2-10-2, inspiré de la règle des 2 minutes. Commence par 2 minutes. Seulement 2. Si tu dois étudier, ouvre ton livre et lis 2 pages. Si tu dois t'entraîner, lève-toi et bouge pendant 2 minutes. Si tu veux mieux diriger, réfléchis pendant 2 minutes à une action concrète pour ton équipe. Ensuite, consacre 10 minutes de concentration chronométrée au même objectif. Puis prends encore 2 minutes pour noter ce que tu as fait et définir la prochaine étape. Ce cycle court réduit la friction, crée de l'élan et maintient la direction. Si tu veux t'arrêter après cela, arrête-toi. Mais, presque toujours, tu continueras. Car le cerveau ne génère pas l'action à partir de la motivation. Il génère la motivation à partir de l'action. Chaque engagement tenu est un petit acte de discipline. Et cela ne change pas seulement une habitude, cela transforme la qualité de ta présence dans le monde. Tu commences à exister avec plus de force, plus de direction, plus de vérité. Ce n'est pas l'intensité qui transforme, c'est la continuité. Et c'est à cet instant que ton potentiel cesse d'être une simple idée pour devenir une action concrète. La haute performance, c'est lorsque ton âme et tes actions avancent dans la même direction. Ce n'est pas courir plus vite que les autres. C'est apprendre à courir dans la bonne direction. C'est faire ce qui compte, chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi. Tu n'as pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Tu as seulement besoin d'avancer vers la meilleure version de toi-même. Pour sceller cet engagement, transforme ton intention en action. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui commence ma haute performance. Puis exécute ton premier 2-10-2. C'est le début, simple, direct et puissant, non pas d'une promesse, mais d'une nouvelle routine de grandeur. Numéro 2, brise ta stabilité. Toute croissance commence par un déséquilibre. Pense à une graine, avant de fleurir, elle doit se briser. De l'extérieur, cela ressemble à une destruction. Mais à l'intérieur, c'est une transformation. Ce qui était une coque se fissure. Ce qui était obscur devient espace. Et ce qui était prisonnier trouve une nouvelle direction. De la même manière, tu ne deviens véritablement stable que lorsque tu acceptes d'être secoué. La plupart des gens confondent stabilité et sécurité. Pourtant, un excès de stabilité se transforme en stagnation. C'est comme l'eau immobile, elle semble calme, mais avec le temps, elle pourrit. Tu veux évoluer, mais tu t'acharnes à tout maintenir identique. La même routine, les mêmes habitudes, les mêmes pensées. Or,
Rien de nouveau ne naît de ce qui ne change pas. Veux-tu un exemple simple? Tu ne gagnes pas en endurance sans fatiguer ton corps. Tu ne développes pas le courage sans affronter la peur. Tu n'acquiers pas de clarté sans traverser le chaos. Tu ne peux pas devenir un leader sans supporter l'inconfort d'apprendre à gérer les autres. Et personne ne devient un bon communicant sans briser la stabilité de la timidité en se trompant, en hésitant, en affrontant le regard des autres. Sénèque a écrit, « La difficulté révèle l'homme ». Il ne parlait pas de la souffrance comme d'un châtiment, mais comme d'un instrument. Chaque fois que la vie te décentre, elle te montre où il reste encore de l'espace pour grandir. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Quand la douleur du changement apparaît, ils préfèrent retourner en territoire connu, même s'il est étroit. C'est ce qui arrive à de nombreux gagnants de loterie. Du jour au lendemain, ils reçoivent une somme capable de tout transformer. Maison, routine, entourage, identité. Mais peu de temps après, beaucoup reviennent à leur ancien schéma financier. Le changement est venu de l'extérieur, mais à l'intérieur, rien n'a évolué. Une richesse soudaine exige de nouvelles habitudes, de nouvelles décisions, de nouvelles responsabilités. Sans préparation émotionnelle, le cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux, revenir à son ancien point d'équilibre. C'est comme essayer de contenir un océan dans un verre. Sans structure intérieure, l'excès déborde. Selon des recherches relayées par des médias économiques reconnus, une grande partie des gagnants perdent tout parce qu'ils ne parviennent pas à soutenir émotionnellement leur nouveau niveau de vie. Ils retournent au niveau de sécurité que leur inconscient considère comme « supportable ». Maintenir un changement ne dépend pas seulement de la volonté, mais de ce que tu es capable de soutenir psychologiquement et émotionnellement. Lorsque l'extérieur change plus vite que l'intérieur, l'esprit ramène tout en arrière. L'absence de structure intérieure rend même les plus grandes conquêtes temporaires. Ce que nous appelons stabilité peut n'être qu'une simple adaptation déguisée en paix, un port sûr qui n'exige aucun effort, mais ne produit aucune croissance. Refuser l'inconfort, c'est refuser sa propre évolution. Et tout ce que tu évites d'affronter revient, déguisé, pour te demander une nouvelle résolution. Ce qui ne te défie pas t'affaiblit. Ce mécanisme de fuite, ce recul émotionnel, est une mort lente pour ton progrès. Tu veux vraiment t'améliorer? Alors brise l'équilibre artificiel qui te maintient immobile. Défie-toi davantage. Entraîne-toi jusqu'à fatiguer ton corps. Étudie jusqu'à ce que ton esprit se plaigne. Parle même si tu as peur. À chaque rupture, tu reconstruis une version plus forte de toi-même. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple, choisis chaque jour une petite instabilité volontaire. Lève-toi plus tôt. Fais ce que tu évites. Dis ce que tu dois dire. Commence ce que tu repousses depuis des semaines. Ces petites fissures construisent une véritable solidité, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la force intérieure. La stabilité n'est pas le point de départ. Elle est le résultat de celui qui a affronté le déséquilibre et est resté debout. Chaque fois que tu brises le confort, quelque chose en toi se réorganise, plus ferme, plus lucide, plus vivant. Garde cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis de sortir de ma zone de confort. Car c'est en agissant, même avec peur, que tu élargis ta capacité émotionnelle et que tu prépares ton esprit à soutenir des niveaux de vie plus élevés. Passons maintenant à la leçon 3. Elle éveillera en toi une nouvelle manière de rêver. Numéro 3, crée une vision d'avenir attractive. Lorsque tu te sens bloqué, ce n'est presque jamais par manque de capacité, mais par manque de direction. Il n'y a pas d'énergie dans le présent lorsqu'il n'existe pas un futur capable de t'inspirer. L'esprit humain a besoin d'une image qui le tire vers l'avant, quelque chose qui justifie l'effort d'aujourd'hui. Sans cela, même les petits défis paraissent insupportables, et la routine se transforme en prison invisible. Vois les choses ainsi, la motivation est comme une corde tendue entre le présent et demain. Lorsque le futur disparaît de ton esprit, la corde se rompt. Et tu tombes dans l'ennui, dans la procrastination, dans une fatigue qui ne vient pas du corps, mais du manque de sens. C'est pour cela que tant de personnes commencent avec énergie et abandonnent à mi-chemin. Elles veulent changer de vie, mais ne savent pas exactement pourquoi. Elles disent « je veux être discipliné, je veux être productif ». Mais elles ne peuvent pas répondre à cette question essentielle. Pour aller où? Sans destination claire, chaque effort paraît trop lourd. C'est comme gravir une montagne sans savoir ce qui se trouve au sommet. Au début, il y a de l'enthousiasme. Puis le découragement arrive, parce que le corps se fatigue et que l'esprit ne comprend plus pourquoi continuer. C'est ce qui arrive à celui qui commence à s'entraîner sans objectif, à étudier ou à travailler sans une vision plus grande qu'un simple salaire mensuel. Sans un véritable « pourquoi », la discipline meurt. Les neurosciences l'expliquent clairement. Lorsque tu relis une action à un but précis, le cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Mais lorsque tu agis sans but, l'esprit interprète l'effort comme une souffrance et non comme un progrès. Le problème n'est donc pas un manque de force. C'est un manque de direction émotionnelle.
Nietzsche disait, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Ce qui définit la trajectoire de celui qui grandit, ce n'est pas la vitesse, mais la clarté du chemin. Avoir une vision d'avenir, c'est comme allumer une torche au milieu du brouillard. Le chemin ne change pas, mais tu vois enfin où poser le pied. L'effort acquiert un sens. Le mouvement prend une âme. Alors programme ton futur par des gestes concrets. Prends une feuille et décris ta journée idéale dans 2 ans. Comment te réveilles-tu? Où travailles-tu? En quel type de personne es-tu devenu? Ensuite, transforme cette vision en plan pratique. Choisis un objectif qui te mette au défi et te rende fier d'avancer. Sa taille importe peu. Ce qui compte, c'est la direction. Car le futur n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est un endroit que l'on construit, pas à pas. Chaque fois que tu avances vers une vision claire, la fatigue se transforme en énergie, la peur en lucidité, et la paresse en discipline. Souviens-toi, sans vision, même l'effort le plus noble se perd. Avec une vision, même l'obstacle devient une marche de plus vers le sommet. Écris dans les commentaires. Je décide de créer mon futur. Car lorsque tu connais ton « pourquoi », le « comment » finit toujours par apparaître. Numéro 4, élimine le mot sacrifice. Imagine un athlète qui, à 5 heures du matin, sort s'entraîner pendant que le reste du monde dort encore. Pour celui qui observe de l'extérieur, cela ressemble à un sacrifice. Pour lui, c'est une direction. Le problème, c'est que beaucoup associent la discipline à la douleur, comme si s'améliorer était une forme de punition. Pourtant, l'effort n'est pas la souffrance. Ce qui différencie l'effort du sacrifice, c'est le sens. Le sacrifice naît lorsque tu luttes pour quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Un travail qui te rend malade, une routine qui ne te ressemble pas, un objectif qui n'est plus le tien. L'effort, au contraire, apparaît lorsque tu avances vers ce en quoi tu crois, même fatigué, même avec peur. Sénèque disait, « Personne n'est malheureux en faisant ce qu'il veut, il est malheureux en faisant ce qu'il ne veut pas. » Là se trouve toute la différence. L'effort a un sens. Le sacrifice n'en a pas. Un pianiste qui pratique 8 heures par jour ne se punit pas, il se prépare. Un entrepreneur qui passe des nuits à construire son entreprise ne se sacrifie pas, il bâtit sa liberté. Ces personnes ne fuient pas la fatigue. Elles choisissent le type de fatigue qui en vaut la peine. Et c'est un choix que peu osent faire, car il est plus facile de se plaindre du poids de l'effort que d'assumer le poids de la décision. La vérité, c'est que toute évolution exige de l'énergie. Et tu ne deviens maître de ta vie que lorsque tu décides comment cette énergie sera utilisée. Tu peux la dépenser à te plaindre ou à construire. À résister ou à apprendre. À rejeter l'effort ou à l'utiliser comme un outil. La différence entre celui qui grandit et celui qui reste immobile ne réside pas dans le talent, mais dans la perception. Celui qui appelle tout sacrifice se paralyse. Celui qui comprend que l'effort est un investissement avance. Lorsque tu comprends ton pourquoi, le comment cesse de peser. La discipline n'est plus une punition, elle devient la conséquence naturelle de celui qui sait ce qu'il veut. Il arrive un moment où la constance cesse d'être une souffrance et devient une identité. Tu n'agis plus parce que tu y es obligé, mais parce que c'est devenu ce que tu es. Et à cet instant, l'effort ne fait plus mal, car il s'aligne avec ta véritable nature. Alors, avant d'appeler quelque chose un sacrifice, demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Si cela te rapproche, c'est de la croissance. Si cela t'en éloigne, c'est une prison. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire agir selon ta raison, et non sous l'imposition des autres. Lorsque le sens guide tes actions, le poids se transforme en force. Ce qui fait mal cesse d'être un sacrifice lorsqu'il a une raison d'être. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Remplace « je dois le faire » par « je choisis de le faire ». Le choix transforme le poids. La conscience transforme ton énergie. Éliminer le mot sacrifice ne signifie pas nier l'effort. Cela signifie libérer l'effort de la souffrance. Car la véritable croissance ne naît pas de ce que tu endures, mais de ce que tu décides de transformer. Numéro 5, l'astuce pour rendre tes habitudes automatiques. Imagine quelqu'un qui essaie de changer sa vie par la force. Il fait des promesses, fixe des objectifs, commence avec intensité, mais, en quelques jours, il est épuisé, démotivé et avec le sentiment d'avoir échoué. La vérité, c'est que le problème n'est pas le manque de volonté. Le problème, c'est de dépendre de la volonté chaque jour, comme si c'était un carburant infini. On ne construit pas la discipline avec des pics d'énergie, mais avec des systèmes qui réduisent la friction entre ce que tu dois faire et le moment d'agir. Le secret n'est pas de lutter contre la paresse, mais de créer des chemins où l'action devient ton schéma naturel. Les neurosciences l'expliquent clairement. Chaque fois que tu répètes une action, ton cerveau économise de l'énergie en créant un circuit neuronal. Avec le temps, ce petit sentier devient une autoroute.
Ce qui était difficile devient automatique. Mais le cerveau ne répète pas ce qui fait souffrir, il répète ce qui récompense. C'est pourquoi les habitudes fondées sur la culpabilité meurent dans l'épuisement, tandis que celles fondées sur le plaisir, le sens et la cohérence s'épanouissent sans résistance. Il existe 5 motivations capables de transformer l'effort en constance: le plaisir, l'identité, le sens, le progrès et la cohérence. Le plaisir. Lorsque tu associes une habitude à quelque chose d'agréable, ton cerveau comprend que cela vaut la peine de continuer. Écoute de la musique en rangeant la maison. Entraîne-toi dans un lieu inspirant. Écris avec un stylo que tu aimes. Lis avec un café chaud à côté de toi. Le plaisir ne doit pas être le but principal, mais il doit faire partie du processus. Le cerveau ne cherche pas ce qui est correct, il cherche ce qui est agréable. Alors rends agréable ce qui est correct. L'identité. N'agis pas comme quelqu'un qui essaie. Agis comme quelqu'un qui est déjà devenu cette personne. Ne dis pas « j'essaie d'être discipliné ». Dis « je suis une personne disciplinée qui respecte ses engagements ». L'esprit croit ce que tu répètes, et le corps suit ce que l'esprit croit. La véritable transformation commence lorsque la répétition crée un sentiment d'appartenance, lorsque le nouveau comportement cesse d'être étrange et commence à te sembler naturel. Le sens. Quand une action a du sens, l'effort gagne une direction. Tu ne lis pas seulement pour finir un livre, tu lis pour devenir plus lucide. Tu ne t'entraînes pas seulement pour un corps parfait, tu t'entraînes pour la clarté mentale, la résistance émotionnelle et la maîtrise de toi. Le sens est l'énergie qui relie l'habitude à l'identité. Quand le pourquoi est fort, le comment devient léger. Le progrès. Célèbre les petites victoires. Le cerveau apprend mieux lorsqu'il perçoit une avancée. Chaque jour où tu accomplis le minimum prévu, tu entraînes ton esprit à te faire confiance. N'attends pas le résultat final pour te sentir fier. Sois fier du processus. Le progrès est la preuve vivante que tu passes de l'intention à l'exécution. La constance ne naît pas de la motivation, mais de la satisfaction de voir que l'effort d'hier est devenu structure aujourd'hui. La cohérence. Aligne ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Rien ne draine plus d'énergie que de vivre dans la contradiction. Lorsque ton habitude reflète tes valeurs, la constance cesse d'être un poids et devient une paix. Tu n'as pas besoin de te forcer quand ce que tu fais est en harmonie avec la personne que tu veux devenir. La cohérence donne un sens à la routine. Et une routine qui a du sens est une forme silencieuse de liberté. Épictète disait « Rien de grand ne se crée soudainement ». Cette phrase explique le pouvoir des habitudes. Elle transforme l'effort en nature, le mouvement en identité. Lorsque la discipline mûrit, elle cesse d'être une lutte contre soi-même et devient un état naturel d'ordre intérieur. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple, réduit la taille de la tâche, mais augmente la fréquence. De petites actions répétées avec conscience construisent des résultats inébranlables. Il ne s'agit pas d'avoir envie. Il s'agit de devenir le type de personne qui agit même sans envie. Et lorsque cela arrive, tu comprends que la discipline n'est pas une prison. C'est le contrôle de soi à l'état pur. C'est une liberté anticipée. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être constant. Souviens-toi, la constance est le secret silencieux des grandes conquêtes. Elle transforme ce qui semblait impossible en inévitable. Numéro 6, prépare-toi à vivre ce que tu désires conquérir. Tout désir a un prix, et presque personne n'est prêt à le payer, le prix de la préparation. Beaucoup de gens veulent le succès, mais peu sont prêts à le soutenir. Pense à quelqu'un qui veut prospérer, mais qui conserve la mentalité de celui qui craint chaque risque. Ou à quelqu'un qui désire un amour mature, mais n'a pas appris à communiquer ni à gérer sa propre impatience. Cette personne demande le fruit, mais n'a pas encore cultivé la terre. L'univers ne te refuse pas ce que tu veux, il ne te donne simplement pas ce que tu ne peux pas encore porter. Épictète disait, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras heureux. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. Avant de demander davantage, deviens davantage. Avant d'exiger des résultats, développe une structure. Veux-tu un exemple simple? Beaucoup rêvent de diriger, mais ne supportent pas d'être contredits. Ils veulent entreprendre, mais cherchent encore l'approbation avant de décider. Ils veulent la liberté, mais se sabotent avec des habitudes qui les maintiennent attachés. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es prêt à gérer. Tu veux plus de reconnaissance? Supporte le poids des critiques. Tu veux plus de liberté? Prépare-toi à assumer les conséquences de tes décisions. Tu veux une stabilité émotionnelle? Entraîne ton esprit à ne pas te troubler au moindre contretemps. Beaucoup de personnes obtiennent quelque chose, puis le perdent. Ce n'est pas la chance qui leur a manqué, mais la structure. La conquête arrive, mais leur état émotionnel reste au niveau précédent. C'est comme déménager dans une nouvelle maison et continuer à dormir par terre. L'environnement a changé, mais le schéma est resté le même. La préparation est ce qui transforme le désir en capacité réelle.
Et cette préparation n'est pas théorique, elle est quotidienne, mentale, pratique. C'est l'entraînement à rester calme sous pression, à maintenir des décisions difficiles, à faire ce qui doit être fait même sans garantie. Marc Aurèle a écrit, « L'action doit toujours être guidée par la raison, non par l'émotion. » Voilà le point central. La vie mettra à l'épreuve tout ce que tu dis vouloir. Elle te donnera de petites épreuves, et chacune d'elles te posera la même question. Veux-tu vraiment cela, ou aimes-tu seulement l'idée de l'avoir? La pratique stoïcienne de cette leçon est claire, vis aujourd'hui comme quelqu'un qui est déjà à la hauteur de ce qu'il désire. N'attends pas le scénario idéal pour agir. Agis comme si tu y appartenais déjà. La préparation précède le miracle. La phrase que tu dois te répéter est la suivante. Aujourd'hui, je me rends digne de ce que je désire. Car rien n'est plus puissant qu'une personne qui a compris que le futur qu'elle souhaite se construit déjà à travers les attitudes qu'elle choisit aujourd'hui. Numéro 7. Comment atteindre une persévérance inépuisable? Imagine quelqu'un qui essaie d'allumer un feu de camp par un jour de grand vent. Il craque une allumette, la flamme s'éteint. Il recommence, le vent souffle. Il essaie encore, et le vent souffle de nouveau. Alors, cette fois, il protège la flamme avec ses mains. Ce n'est que lorsqu'il apprend à protéger ce qu'il est en train de créer que le feu finit par prendre. Il en va de même pour les rêves. La persévérance n'est pas de l'entêtement, c'est du soin. C'est l'art de soutenir ce qui est encore fragile jusqu'à ce que cela devienne assez fort pour brûler de lui-même. Ce qui pousse le plus les gens à abandonner n'est pas le manque de capacité, mais le manque de patience. Beaucoup veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne viennent pas, confondent le temps de construction avec l'échec. Pourtant, rien de ce qui grandit réellement ne fleurit sans avoir d'abord créé des racines profondes. Il est facile de semer un désir, le plus difficile est de continuer à arroser quand la terre semble encore vide. C'est dans ces jours-là, dans ces moments où il semble que rien ne se passe, que la plupart se perdent. Le silence de l'attente trompe. Mais la vérité est que, pendant que tu travailles, le temps travaille avec toi. Et lorsque vous vous alignez, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle est le chemin ». Il ne parlait pas de supporter la douleur comme un martyr, mais d'utiliser chaque difficulté comme un entraînement de l'âme. La persévérance ne naît pas du succès, elle naît du frottement. C'est le frottement qui polit le diamant. C'est la résistance qui renforce le muscle. C'est le délai qui mûrit le fruit. Et il en va de même en toi. Mais il existe une erreur subtile qui détruit la persévérance, la précipitation déguisée en urgence. Tu veux semer aujourd'hui et récolter demain. Tu veux commencer un projet et être reconnu en une semaine. Tu veux entraîner ton esprit et te sentir illuminé immédiatement. La vie ne répond pas au délai, elle répond à la profondeur de ta préparation. Le temps n'est pas un obstacle sur le chemin, il est le sol même où la victoire prend racine. Persévérer, c'est comprendre que le processus n'existe pas pour te punir, mais pour t'éprouver. C'est faire confiance au fait que le retard apparent est, en réalité, le temps dont ton caractère a besoin pour atteindre la taille de tes rêves. Celui qui ne comprend pas cela abandonne non par faiblesse, mais par impatience. Il échange la croissance contre le soulagement. Épictète disait, « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même. » La persévérance est cette liberté, la capacité de continuer sans dépendre de l'humeur, de la motivation ou des applaudissements. C'est la foi pratique de celui qui sait que l'effort finit par se transformer en résultat. Si tu veux développer cette force, cesse de regarder ce qui manque et commence à voir combien tu as déjà avancé. L'esprit abandonne lorsqu'il regarde la distance, le cœur continue lorsqu'il se souvient du but. À chaque pas, ton cerveau apprend que tu es quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Et quelque chose de plus profond se produit, ta perception de l'effort change. La fatigue cesse d'être un ennemi et devient un signe de croissance. Les neurosciences montrent que chaque fois que tu traverses une difficulté sans abandonner, ton cerveau recalibre ton niveau de tolérance à la frustration. Et c'est l'une des plus grandes formes de pouvoir humain, non pas éliminer les défis, mais élargir ta capacité à les supporter. Plus tu supportes sans te briser, plus tu gagnes d'espace intérieur pour grandir. La patience cesse alors d'être une attente passive et devient une sagesse active. La capacité de continuer à semer même sans voir les premières pousses. Ainsi, la persévérance cesse d'être une vertu théorique et devient un état naturel de maturité. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis un objectif et engage-toi envers lui assez longtemps pour traverser l'ennui. Car c'est là, dans l'ennui, que la plupart s'arrêtent et c'est précisément là que commence le véritable progrès. Persévérer ne signifie pas ne jamais douter, cela signifie continuer même lorsque tu doutes. C'est choisir de faire un peu plus confiance que tu n'as peur, d'agir un peu plus que tu ne te plains, d'essayer un peu plus que tu ne crois en être capable. Et finalement, comprendre que le temps n'a jamais été ton ennemi. Il a toujours été ton allié le plus patient. La persévérance n'est pas la force qui crie victoire, c'est la voix sereine qui dit « Je ne suis pas encore arrivé, mais je ne me suis pas arrêté ». La patience est le sol où mûrit tout ce qui a de la valeur.
les relations, la sagesse, les résultats, et même la paix intérieure. Celui qui apprend à attendre avec intention ne perd pas du temps, il construit les fondations d'une vie durable. Si cette réflexion t'a permis de voir les choses sous un autre angle, continue à avancer. Nous grandissons en protégeant nos flammes, en cultivant nos racines et en marchant, pas à pas, avec constance.